Salon Éco, de la Vigne et des Hommes, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans De la Vigne et des Hommes, de la Vigne et des Femmes, comme j'ai l'habitude de le dire depuis un certain temps, grâce au bouquin de Monique Fillou sur les femmes du cognac. Et justement, là où nous sommes, nous avons une des femmes du cognac que l'on peut retrouver dans le livre de Monique. Nous sommes à Héraville, tout proche de Châteauneuf, pour rencontrer le cognac Pasquet. Et qu'est-ce qui se cache derrière le cognac Pasquet ? Eh bien, il y a Jean et Amy. Bonjour à vous deux. Bonjour Jean-Michel. Alors, vous allez nous raconter un peu l'histoire de cette maison, de cette famille, et puis de cette marque Jean-Luc Pasquet. Donc Jean-Luc Pasquet, ce n'est pas vous, Jean. Et non, ce n'est pas moi. Alors, malgré que beaucoup de personnes m'appellent Jean-Luc. Donc Jean-Luc, c'est mon papa. Il a créé la marque en 77. Il avait, lui, hérité d'un oncle. Donc je suis techniquement, en fait, la seconde génération sur ce domaine qui a été transmis par liens familiaux depuis à peu près 1715, pour sûr. On a du mal à remonter un peu avant, mais il y a, voilà, lié à cette maison, à ce site, un vignoble depuis à peu près 1715. Et c'est par liens familiaux, mariage, que c'est arrivé dans la famille Pasquet au début du siècle dernier. Voilà. Alors, très joli endroit, sur une colline. On rentre dans une cour. Il y a évidemment le grand portail que l'on connaît dans cette région, la petite porte à côté, une grande cour et un puits au milieu avec un bel arbre, et puis la maison de la famille d'un côté, et le magasin ou le showroom, je ne sais pas comment vous l'appelez, où nous nous trouvons actuellement, avec un joli petit salon. Enfin, je décris pour nos auditeurs et nos auditrices. Et puis derrière moi, beaucoup de bouteilles de cognac, et même des pantoufles fabriquées chez Rondino. Donc, je vais maintenant que j'ai décrit un peu l'endroit, demander comment tout ça s'est fait. On voit l'histoire ici, et on voit la transmission de cette histoire, et on voit aussi la transformation dans l'élevage de la vigne et la culture du vignoble, puisque là, nous sommes en bio. Alors, ça s'est fait depuis quand, Jean, le bio ? Alors, c'est mon père qui a initié la conversion en 95. Il avait fait des petits essais 93-94. Parce que, alors lui, mon père est pas du tout, mon grand-parent était marchand de matériaux à Châteauneuf, mon père était éducateur spécialisé, ma mère prof de comptabilité, donc ils n'avaient pas de formation viticole. Ils ont eu cette opportunité de reprendre l'exploitation, donc d'hériter de l'oncle Albert. Et donc, il a démarré sa carrière en conventionnel avec, comme faisaient un peu les voisins. Et dans les années 90, il a assisté à une conférence sur le bio. Alors là, il est sorti, il a dit, bon, si le gars en face, il a 80% raison, parce qu'on n'a jamais 100% raison, il dit, moi, j'ai 100% tort. C'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Il avait des problèmes dans les vignes. Donc, il dit, OK, je vais tester le bio. Je vais voir ça, nourrir le sol, qui nourrira la plante, utiliser des produits d'origine naturelle. Voilà. Donc, il a fait pendant 2 ans des tests. Il a eu des récoltes au bout. Il a dit, c'est bon, j'y vais. 95, il fait ses conversions officielles. Alors, juste pour revenir un petit peu en arrière, il n'est pas du tout dans cette profession. Qu'est-ce qui lui a pris tout d'un coup de reprendre l'exploitation ? J'aime pas ce mot exploitation d'ailleurs. Le vignoble familial. Alors, c'est le oncle Albert, qui était propriétaire de ce domaine, était banquier, et il avait un fils unique. Ce fils unique était malade, et donc il a proposé à mon père, qui était le seul neveu dans le coin, écoute, il dit, moi je... C'est son filleul. Oui, son filleul. Il dit, je suis vieillissant, je cherche quelqu'un qui pourrait reprendre mes affaires, qui pourrait s'occuper de mon fils. Voilà, donc si tu acceptes d'occuper d'André, à mon décès, tu hérites, tu deviendras viticulteur à Héraville. Donc mes parents étaient jeunes mariés à l'époque, et ils ont assez rapidement, parce qu'ils voyaient qu'il n'y avait pas d'avenir, en tout cas sur la partie marchand de matériaux à Châteauneuf, et ils ont accepté. Mon père est devenu viticulteur en 1970 pour pouvoir s'occuper de l'oncle Albert et de son fils. Et finalement, le fils est décédé avant le père, donc ils sont occupés de l'oncle. Et ils sont occupés de l'oncle. 34 ans quand même. Ouais. Non, ça a été voilà. Donc il a repris en 70. L'oncle est décédé en 74. Et
Et donc, voilà, il est devenu, et il a adoré, il est arrivé en 70, c'était une belle récolte, il faisait beau, il y avait des gens qui travaillaient sur le domaine pour lui, il a dit, mais quel métier formidable, il s'est repris en pleine vendange, et il est tombé assez rapidement amoureux du métier et du produit. Voilà. Bon, mais très bien. Non, mais parce que je l'avais lu, ça, notamment dans le bouquin qui parle de vous, Émy, on va venir à vous, hein, je vous rassure. Mais je trouvais ça assez fabuleux parce qu'elle décrit ce que vous dites. Il a trouvé ça super, une superbe récolte, un temps magnifique, des gens qui bossent, et puis un produit qu'on aime. C'est formidable. Ah, ben ça aide, Il oui. reprendrait dans des mauvaises conditions, il pleut, pas une bonne récolte. Alors, cela dit, comme vous l'avez raconté précédemment, il a été un peu surpris de différentes, peut-être, façons de cultiver en conventionnel, et c'est pour ça que tout d'un coup, ça s'est éclairé en bio. Exactement. Ce qui était bien, c'est qu'il n'avait pas ce passé derrière de il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Donc il avait un esprit ouvert à de nouvelles techniques, et donc ça l'a finalement, ça faisait sens de dire dans la nature comment ça marche. Hein. Les végétaux tombent au sol, ça se dégrade, c'est absorbé par le sol, qu'il restitue aux plantes. Bon, voilà, c'est un système naturel. Alors que de dire on zappe le sol en mettant des engrais chimiques, en désherbant, en disant le sol c'est juste une espèce de support physique sur lequel on va mettre des vignes. Bon, voilà, ça lui parlait plus. Plus il avait des problèmes, il avait une parcelle de vigne qui avait un manque de vigueur, qui vivotait, et tout ce qu'on lui proposait ne fonctionnait pas. Voilà. Et le fait où il a remis des engrais organiques, il a commencé en biodynamie, même dès le démarrage. Il a commencé. Alors là, carrément. Ah oui, mais carrément. Ouais. Il a fait quelques années. Il a arrêté au bout de, je sais plus, il a dû faire 5-6 ans, quelque chose comme ça. Il a arrêté parce qu'il a dit si on veut vraiment bien le faire, c'est assez contraignant. On a déjà quand même beaucoup de choses entre le temps, donc il s'est arrêté. Il a continué juste sur la partie bio. Et la parcelle est repartie. On a eu Claude Bourguignon qui est venu, qui a fait une fosse dans les vignes, et il a vu, il a dit mais ça, il a lu dans le sol. Il dit là, votre sol est en train de mourir, en effet. Et on voit là que ça c'est reparti à partir et on voit la vie est revenue, les galeries seront faites, les racines replongent. Alors, il faut dire que le couple Bourguignon est assez fantastique. Ce sont des scientifiques et tout qui ont dévolu leur vie à la vie du sol. Ouais, la vie du sol, oui, exactement. Ils étaient les seuls spécialistes. Il dit, je suis arrivé premier de ma promo, j'étais le seul. Si on veut voir des vidéos sur Google, on tape Bourguignon et ça marche. Et ils sont passionnants. Maintenant, on en vient à vous. On salue votre papa, Jean-Luc, votre maman aussi. Et puis, vous n'étiez pas du tout dans le monde de la vigne. Alors, moi, j'étais dans le monde de la vigne quand même. Je suis seul de ma fratrie à être né ici. Mes frères et sœurs sont nés à Barbezieux, ont vécu leur petite enfance, et enfin, jusqu'à l'âge de 10 ans, ils étaient à Barbezieux. Ils ont déménagé ici. Moi, je suis né en 81 et mes parents avaient déménagé en 80. Donc, j'ai toujours vécu, en fait, au milieu des vignes, au milieu des fûts, au milieu de la distillerie. Donc, vous voyez, quelque part, quand je suis né, le médecin a dit à mes parents, voilà, pour la retraite. Je n'étais pas tout à fait trompé. Il avait de l'humour, c'était imagé. Bon. Donc, au final, je me suis orienté assez naturellement vers les métiers de la vigne. En revanche, ma première passion était le vin. Et je me destinais pas nécessairement à faire du cognac. De toute façon, on n'aime pas trop toujours faire exactement ce que font nos parents. On essaye de faire un petit pas de côté, de voir autre chose. Donc, le vin m'a amené à voyager. J'ai rencontré pendant mon voyage Émy. On s'est rencontrés en Argentine, Émy étant américaine. On s'est rencontrés en Argentine. Et donc, j'ai travaillé pendant donc le temps de mes études, plus, on va dire, 4 ans dans le monde du vin. Alors, les études, c'est où ? BTS Vitiono, que j'avais commencé à l'Oisellerie et que j'ai fini à Richemont, à l'IREO de Richemont. Ah oui, vous êtes resté dans le secteur. Et alors après, qu'est-ce qui vous a donné envie de partir à l'étranger ? Fuir la famille, le vignoble ? Non, je rigole. Peut-être. Non, je savais que grâce à ce diplôme de BTS Vitiono, ça ouvrait énormément de portes. Enfin, c'était facile d'aller travailler à l'étranger. Donc, pendant 2 ans, d'ailleurs, je faisais une vinif hémisphère sud, une vinif hémisphère nord. Ça me permettait de faire 2 vinifications par an. Donc, j'ai commencé, d'ailleurs, entre mon BTS, je suis allé en Espagne. J'ai passé 7 mois en Espagne. Ensuite, j'ai fini mon BTS. J'étais à Bordeaux. Je travaillais à Bordeaux à ce moment-là. Donc, j'étais vraiment dans le vin.
Et par la suite, après l'obtention de mon diplôme, je suis parti au Chili. C'est lors de ce voyage que j'ai rencontré Amy. Ensuite, je suis parti en Nouvelle-Zélande. Je suis revenu. À chaque fois, je revenais. Je travaillais ici. Et c'était, ce que je dis souvent, c'était partir pour mieux revenir. Parce que moi, je voulais faire du vin. Je voyais que finalement, je me rendais compte du vin, du merlot, du sauvignon, tout ça, on en faisait un petit peu partout, bon, de façon un peu différente, de façon industrielle, de façon artisanale. Et à chaque fois que je disais, bah, moi, je viens de Cognac, mes parents viennent du Cognac, et je voyais les étoiles dans les yeux des gens. Il y a un Cognac, t'as ton vignoble, et c'est génial. Et, voilà. Et donc, finalement, c'était ça. Je me suis rendu compte de la chance et de l'exceptionnalité de ce vignoble de Cognac et de ce produit en partant et dans le regard des étrangers, de me dire, ah, ok, en fait, il y a quelque chose de particulier et de spécial. Voilà. Donc, je suis rentré en 2005. J'ai aidé un petit peu mes parents. J'ai travaillé, j'ai été jardinier de 2005 à 2011. J'étais un peu double actif. J'ai aidé mes parents. Je faisais ça parce que mes parents n'étaient pas encore, c'était un petit vignoble. Ils n'étaient pas à la retraite. Et donc, en 2011, je m'installe. Mon père part à la retraite. Mes parents partent à la retraite et je prends la suite depuis 2011. Voilà. Bon, quelle aventure et quelle histoire. Et moi, ce que j'aime bien, c'est plus on est enraciné, plus on peut voyager, et plus on revient, et plus on découvre des choses dans les yeux des autres, comme vous avez dit. Toujours en Charente. Des fois, les gens y arrivent par hasard, mais ils restent par cœur. Oui, souvent, je dis ça, vous êtes venus là comme ça par hasard ou par mutation, et en fait, ils n'ont pas envie de partir. Alors maintenant, je glisse, on vous l'a beaucoup entendu, Jean, maintenant, on va passer la parole à Amy. Donc, on a bien compris, vous êtes rencontrés lors de votre voyage, notamment en Argentine. Alors, bonjour à vous, cette fois de plus près. Bonjour. Alors, racontez-nous votre histoire. Alors, je suis née dans un comté où la vente d'alcool reste interdite aujourd'hui. Donc, pour moi, de rencontrer un fils de distillateur en Argentine, je dis « Oh, je vais aller avec lui. C'est une bonne idée, ça. » J'ai étudié la littérature latino-américaine là-bas. Et ici, je suis venue parce que j'ai obtenu une bourse pour continuer mes études. Et je devais écrire sur quelqu'un qui s'appelle Jacques de Liniers. Il est né à côté de Niort, à Liniers. Et il est devenu un personnage très important dans l'histoire argentine. Et eux, ils l'appellent Santiago de Linieres. Je ne l'ai jamais écrit, mais je suis restée quand même. Ensuite, j'ai passé un BTS commerce international pour aider les gens au développement du vignoble. Mais je l'ai eu le diplôme en 2008. C'était un peu une année pas terrible à obtenir ces études. Et je suis retournée à quelque chose que je savais faire. Donc, j'ai passé les concours d'enseignement. J'ai enseigné pendant 10 ans ici et au collège de Châteauneuf et certains collèges en Charente. Et ensuite, j'étais devenue Prague à l'université de Bordeaux. Donc, j'ai enseigné l'anglais pour les non-spécialistes à Bordeaux. C'était super. Mais c'est vraiment le Cognac qui me tentait. Et à la naissance de notre troisième enfant, j'ai pris un congé parental et j'ai des gens au domaine. Et je suis jamais retournée à l'éducation nationale parce que oui, c'est tellement chouette, notre métier, nos métiers multiples, parce qu'on fait tant de choses dans une journée et c'est toujours différent. Il n'y a pas de journée qui ressemble à une autre. Ici. Et c'est une période vraiment spéciale de l'année maintenant parce qu'on distille, on est là pour la naissance d'une autre vie. Et c'est grisant de voir ce que les vins deviennent. Alors, vous en parlez tellement bien, mais vraiment. Et moi, j'ai envie de dire, si on revient en arrière aussi là dans votre histoire, c'est pas parce que Jean était dans le Cognac que vous êtes tombée amoureuse de Jean. Non. Je trouve une hésitation. Enfin, disons que oui, je ne voudrais pas mettre la panique dans le couple parce qu'on vous sait très soudés puisque maintenant vous travaillez ensemble. J'ai gagné beaucoup de points ce jour-là quand je disais que j'avais le Cognac peut-être qu'elle me prenait pour un fils NC au début. Bon, enfin en tout cas, non, mais je voulais revenir comme ça. Et en plus, j'ai lu dans le bouquin de Monique que vous étiez d'une famille assez traditionnelle, mais que votre maman, elle, était un petit peu plus libérale, on va dire. Hein. Elle a travaillé en Écosse, derrière le bar. Déjà, sa famille avait dit « Oh, ça, c'est un mouton noir ». Et quand j'ai ramené un distillateur à la maison, ça s'est pas
très bien passé pour tout le monde. Mais maintenant, ils ont appris à beaucoup apprécier Jean et sa famille parce qu'on a amené aussi Jean-Luc et Marie-Françoise aux États-Unis rencontrer ma famille. On s'est mariés ici, on s'est mariés là-bas. C'est lié de culture et de famille. Et je pense que le lien est bien fait. Voilà. Ça fait bientôt 18 ans. Quand même. Eh bien, écoutez, on vous félicite. Alors, cette union et ce travail ensemble, il est derrière moi. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de bouteilles de cognac qui sont là. Est-ce que vous pouvez, Jean, nous dire, ou Amy, comme vous voulez, ça s'appelle organique. Hein. Organique, ça veut dire bio, en gros. Voilà, pour que ça soit plus international. Dites-nous un petit peu ce que vous faites. Et ensuite, on va aller à la distillerie, car nous sommes en pleine période de distillation. Exactement. Donc, on voit sur les étagères, on a 2 collections principale. On a la gamme l'organique, comme vous l'avez dit. Donc l'organique, c'est bio. On a le francisé avec le petit L apostrophe. Donc l'organique bio. On a changé en 2017 ce packaging. On était sur des bouteilles cognacaises un peu plus traditionnelles, avec une étiquette un peu plus traditionnelle, sur des VS, VSOP, XO. Et on a décidé d'arrêter avec ces dénominations qui ne peuvent de temps en temps ne disent pas grand-chose, parce que derrière un VS ou un XO, il n'y a pas toujours la même qualité. Donc nous sommes partis sur des chiffres et qui sont les comptes d'âge. Donc l'organique 4, l'organique 7 et l'organique 10 pour du 4 ans, 7 ans, 10 ans. Ce sont les comptes d'âge comme ils sont enregistrés au niveau du BNIC dans les comptes. Savoir qu'un cognac a sa date anniversaire tous les 1er avril. Et chaque 1er avril, il change de compte d'âge, il passe dans le compte supérieur. Donc on a 4 ans, 7 ans, 10 ans. On a un cognac que j'apprécie tout particulièrement, qui est de la Folle Blanche. Donc la Folle Blanche, c'était le cépage historique à Cognac avant la crise du phylloxéra. Et mon père en a réimplanté à la fin des années 90, début 2000, et parce qu'il avait goûté une Folle Blanche de 1914. Il était tombé en amour là-dessus. Il a dit mais moi je veux faire ça, je veux de la Folle Blanche. Donc il a commencé à replanter de la Folle Blanche et on en a un petit peu plus d'1 hectare comme ça tous les ans. Ben maintenant on les récolte séparément, on les vinifie à part et on les distille à part. Ça y est, c'est fait déjà pour cette année, pour 2023. Donc c'est en 10 ans d'âge et là on est sur un millésime 2012 et ça a vraiment un profil complètement différent. Alors, et l'autre collection. Oui, allez-y. L'autre collection, c'est comme nous n'avions plus de vieux cognac sur le domaine, nous avons décidé de prendre un statut de négociant et nous faisons des sélections de barriques auprès de voisins, de viticulteurs, au gré des rencontres. Nous sélectionnons des fûts chez les viticulteurs. Et vous pouvez voir, il y a le cognac de Jean-Michel. Oui, je vois, je suis ravi pour une fois que je rencontre un cognac qui porte mon prénom. Voilà, Jean-Michel Tribault. Et donc, c'est une sélection d'un fût d'un millésime 95. Ensuite, on a le cognac d'André, le cognac de Paul. Voilà. Donc, on souhaite être très transparent et de raconter, comme vous racontez à travers vos émissions, des histoires des gens, des personnes. Et ben, nous aussi, on essaye de remettre de l'humain derrière les cognacs et dire, ben voilà, c'est cette famille qui est là depuis 5, 6, 7 générations, qui fait un travail fantastique, qui vit un peu dans l'ombre des grandes maisons. Et donc, voilà, on essaye on fait en sorte de remettre en lumière ces familles. Voilà. Et après, on a Confluence, on refait un peu d'assemblage, des petits assemblages, des micros. Tout ça, ce sont des éditions limitées. Ouais, donc, voilà, il y a un début, il y a une fin. Et puis, ça sera remplacé par une autre cuvée, par une autre édition limitée. Alors vous avez un très joli packaging et de très belles étiquettes avec l'alambic, notamment de dessiné un peu à l'ancienne, hein, un peu comme dans les anciens livres de cuisine qu'on pourrait voir avec les Escoffier et compagnie du 19e siècle. Et à la fois un côté très moderne avec les chiffres qui sont soit verts, soit rouge, orange, soit dorés, etc. La bouteille aussi, le flacon est intéressant. Et vous pouvez nous en dire 2 mots parce que l'émission tourne et il faut qu'on aille voir quand même l'alambic. Amy. Oui, je voulais juste montrer 2 bouteilles spéciales avec des femmes dessus. Ma belle-mère s'appelle Marie-Françoise et pendant très longtemps, elle a aidé mon beau-père à exploiter ici et c'était la seule bouteille où son nom apparaissait. Et justement, la Marie-Framboise, c'est un hommage à elle qui aime la framboise. Jean-Luc a créé cette recette pour elle il y a une vingtaine, voire 30 ans maintenant. Et on continue à la fabriquer et c'est vraiment très, très bon. Et si ça, c'est pour ma belle-mère, la belle inconnue est pour moi, parce que chaque histoire d'amour commence par la rencontre d'une belle inconnue, ou d'un bel inconnu. Et donc, c'est la rencontre de jeune eau de vie et de jus de raisin, mais qui est pétillant. Donc, c'est parfait pour les fêtes. Je trouve que le côté pétillant vous va très bien. Alors, moi, je vais prendre mon manteau, puis on va se diriger vers l'alambic maintenant.
Alors nous sommes passés à côté de grandes cuves en inox et puis dans un petit appentis. Et là, nous descendons, je passe devant Amy, nous descendons les marches. Et il y a déjà un bruit sympathique. C'est pas une fontaine, c'est pas une source, mais c'est quand même plaisant. Il fait bon. Ça sent bon, il y a des bonnes vapeurs. Il y a même Jean-Luc, le papa dont on a parlé, qui se cache dans un coin, que l'on salue, on saluera mieux tout à l'heure. Alors, Jean, nous sommes devant l'alambic familial. Exactement, oui. C'est un alambic que mon père a fait monter en 89. Lui a démarré sa carrière sur un petit alambic, on verra, qui est plus là, on n'a que la photo maintenant, un petit alambic de 5 hectos qui était au bois et charbon, sur lequel il a œuvré pendant 18 ans. Et en 89, il a fait monter cet alambic de 20 hectos de charge au gaz, sur lequel petit à petit on a mis des automatismes donc qui nous permettent d'avoir un petit peu plus de confort de travail. Et voilà, et j'ai mon père qui est tout l'hiver au pied d'alambic à surveiller et qui s'occupe de la bonne marche, de la distillation. Alors oui, parce qu'on a même vu des endroits où il y avait carrément des chambres pour des gens qui surveillaient jour et nuit à cause du feu notamment, l'alambic et puis la fabrication de cette eau de vie. Alors vous allez nous expliquer maintenant comment ça se passe et qu'est-ce qui se passe en ce moment devant nous. Alors en ce moment, c'est une journée sur deux, c'est différent. Donc là, aujourd'hui, on est en vin, ce que j'appelle en vin, c'est-à-dire que nous distillons le vin. Donc le vin, je l'ai chargé ce matin à 7 heures dans la chaudière. J'ai mis le feu. Pendant 2h30, ça monte en température. Et au bout de 2h30, les premières vapeurs vont passer par le chapiteau, passer par le col de cygne et arriver dans la pipe de refroidissement, qui est un gros condensateur, qui est alimenté. Ce qu'on entend, c'est l'eau froide qui alimente la pipe pour que l'on s'assure d'avoir une température, que le distillat arrive à une certaine température. Donc les vapeurs arrivent dans un serpentin. Donc vous imaginez qu'on a un grand serpentin en cuivre à l'intérieur de ce récipient. On a de l'eau très chaude en haut et qui est alimentée en eau froide par le bas. Voilà. Et donc en ce moment coule ce qui va donner le bruit. Donc depuis 10 heures, de 10 heures ce matin, ça coule jusqu'à à peu près 19 heures ce soir. Alors je vais m'approcher un peu, ça me permettra de changer mon micro de place et puis que Nathanaël qui filme puisse voir aussi l'endroit. Il y a 2 tubes en cuivre, enfin voilà, dites-nous. Donc l'arrivée se fait par ici, donc ça sort de la pipe de refroidissement par ici. On a à la base donc de ce grand réservoir. La pipe de refroidissement. On arrive dans ce qu'on appelle le porte-alcomètre. Alors là, le porte-alcomètre, on le voit pas, il est en bas. Donc on a un porte-alcomètre et au fur et à mesure de la journée, il va remonter. Il va remonter. Donc, il nous donne le degré d'alcool, la concentration en alcool du distillat à ce moment-là. Il va monter, et là, on a une coupe. C'est-à-dire que quand il va arriver à peu près à 2 degrés, quand on va avoir 2% d'alcool qui reste, il va passer dans cette petite cellule, ça va couper le gaz. Voilà, ça nous permet de faire une coupe automatique de gaz, de dire la distillation est finie. Puis là, je reviderai l'alambic, je le rechargerai pour la nuit. Donc on a obtenu du bruit. Le bruit, c'est pas ce qui va donner le cognac encore. Il va falloir le bruit. C'est la double distillation qu'on a en Charente. Donc on va refaire une chauffe cette nuit. Et demain matin, je vais vider. Donc il y a un bassin sous la pipe de refroidissement. Il y a un bassin. J'aurai à peu près 18 hectolitres de bruit que je vais repomper dans la chaudière. Et là, on va faire la bonne chauffe. Donc demain, on sera en bonne chauffe. Donc je charge à 8h30. Je suis un petit peu en décalage. On ne sommes pas des gens du matin. Donc nous adoptons les techniques de distillation à notre rythme. Et donc demain matin, nous mettons en route à 8h30. Et pendant 6 heures, nous allons couler le cœur qui deviendra, ça sera l'eau de vie. Et c'est ce qui partira après en vieillissement dans les fûts pour donner du cognac à minimum au bout de 2 ans. Alors on est venu un jour trop tôt. Non, mais pour avoir. Voilà. Mais alors, il y a le cœur, il y a la queue. Enfin, demain, comment ça fonctionne? Ça, c'est pas que le cœur. Non, il n'y a pas que le cœur. C'est ça. Les premiers litres sont les têtes. Voilà. Il y a des têtes d'ailleurs. Le principe de la distillation, c'est une séparation d'éléments. Donc déjà, on va essayer d'extraire l'alcool et les éléments aromatiques du vin pour ne laisser que les minéraux et l'eau dans la chaudière. Et de cette distillation-là, nous allons aussi fragmenter. C'est-à-dire que les premiers litres très riches en ester, pas toujours très bons, vont être écartés. Même dans le vin, il y a à peu près 2-3 litres qui vont être écartés au début. On va les mettre dans un petit bassin. On ne jette rien ici. Ça sera redistillé avec le vin dans la prochaine chauffe. Ensuite, on va couler le cœur. Même pour le bruit, on va couler le cœur. Et ensuite arrivent les queues. Donc les queues, on va couper quand on va être à 5-6 degrés d'alcool. Quand on est ici, on fait couler on les met dans le bassin des têtes. Voilà, donc on sépare.
Pour la bonne chauve, ça sera la même chose. Alors là, la coupe entre les têtes et le cœur est très importante parce qu'on a fait l'essai et on sait qu'à peu près 1 litre de ce liquide de tête peut changer le goût et l'odeur de 600 litres d'eau de vie. Donc, c'est vraiment c'est la patte du distillateur, là, de décider à quel moment ça je garde pas, ça je garde. Voilà. Donc ça, on le fait. Il n'y a pas d'automatisme. C'est vraiment fait au nez. Et on compare, on regarde. Et c'est aussi, ça nous permet, si jamais il y a un problème sur le vin, de pouvoir rectifier. Donc voilà. Et selon les méthodes qui sont utilisées, on en enlève plus ou moins. Mais voilà, nous, on essaye de garder, de dire, OK, ça, c'est pas bon. Et là, hop, au moment où on trouve que c'est un peu, il y a des bons éléments qui arrivent, on coupe et on commence à faire couler le cœur. Et on a la même manipulation. Au bout de 6 heures, les secondes arrivent. Et là, il faut décider aussi, est-ce qu'on en garde? Est-ce qu'on n'en garde pas? Quel est l'équilibre? On cherche toujours à voir, voilà, on est toujours dans nos petits calculs, d'avoir le bon débit de minutes, d'avoir tant de litres au bout d'1 heure, 2 heures, 3 heures, d'arriver à bout de 6 heures, d'avoir à peu près sorti ce qu'on souhaitait sortir. Donc voilà, on essaye de peaufiner tous les jours, on change. Donc ça, c'est la recherche du Graal de mon père, de retrouver le parfait équilibre avec cet alambic. Donc c'est assez marrant à faire. Bon, et après, ça part dans les fûts. Et après, ça part dans les fûts, exactement. Après, ça va commencer son vieillissement de 4 ans. Nous, on ne commercialise rien avant 4 ans, au moins 4 ans de fût, et jusqu'à 10, 12 ans pour nos plus vieux cognacs aujourd'hui. On commence sur la folle blanche, on garde quelques fûts pour continuer le vieillissement. Comme on a une petite production pour le moment, je n'arrive pas à en garder plus longtemps, mais j'aimerais arriver à garder des cognacs 15, 20 ans, parce que si on veut goûter un jour des 20, 25 ou 30 ans, il faut les conserver, il faut les garder. Il faut les préparer. Alors, on vient acheter ici, on vous trouve dans des magasins, etc. Parce que là, on arrive vraiment, c'est la fin de l'émission. C'est la fin de l'émission. Oui, alors on peut venir au domaine. Alors vous êtes vraiment bienvenus au domaine. On organise des visites. On vous expliquera tout, de la vigne, en passant par la distillation, le vieillissement. Donc on a une petite boutique dans laquelle vous pouvez trouver tous nos produits. Ensuite, on a quelques revendeurs sur Angoulême ou sur Cognac. On a notre site internet où vous pouvez trouver donc partout dans le monde, vous pouvez trouver nos produits. Voilà, et je vous invite à goûter. On essaye de faire les choses un petit peu différemment, d'offrir des profils aromatiques un peu différents, que ça soit une nouvelle expérience, que ça soit une bonne expérience. Bien, écoutez, merci Jean-Luc. Amy, vous êtes moins, vous, dans la partie distillation. Non, ça, c'est pas ma partie. J'aime bien venir et goûter, sentir. Et pour les coupes, oui. Mais Ça non. fait beaucoup de contrôle qualité. Oui. Ah oui, C'est beaucoup ça. de contrôle qualité, je comprends très bien. C'est important. Merci Amy. Et puis on salue également Jean-Luc, là-bas dans son petit coin, à qui on doit tout ça quand même. Hein, et dont vous. Hein. Donc c'est une belle histoire de famille que ce cognac Jean-Luc Pasquet. Eh bien, on vous souhaite longue vie autant qu'à vos cognacs organiques. Et moi, je vous dis au mois prochain pour une autre émission de la vigne et des hommes et des femmes. À bientôt.